Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, mon nom est Marie Verhoeven. Je suis donc professeure de sociologie à l'université de Louvain. D'abord, je voudrais moi aussi sacrifier au rituel de remerciement que Georges Lénard évoquait tout à l'heure en disant à quel point je suis heureuse d'être ici pour honorer le travail de Georges, avec qui j'ai eu l'occasion en effet de travailler durant 2 ans au tout début de ma carrière de jeune chercheuse au Cerisy, donc à Charleroi, ce centre interdisciplinaire de recherche fondé notamment par Georges Lénard. À l'époque, il était directeur, mais on avait vraiment l'occasion d'en apprécier la colonne vertébrale théorique et aussi son travail toujours mis sous le signe d'une sociologie qu'on peut vraiment dire engagée, c'est-à-dire vraiment mise au service de préoccupations de justice sociale. Alors, c'est sans doute au titre de prof à l'UCL que je suis ici, plus en tant qu'experte des questions de socialisation familiale et de transmission culturelle qui ne sont pas directement mes objets. Donc, je me sens un petit peu comme une outsider quand même par rapport à mes collègues illustres avec lesquels j'ai eu la chance ce matin de partager la table. Puisque moi, je ne travaille pas nécessairement dans la perspective à la fois des socialisations de classe ou de la transmission des dispositions culturelles. Donc, je ne suis pas nécessairement inscrite dans une sociologie, je dirais, dispositionnaliste, ou alors plus proche peut-être de la perspective évoquée ce matin par ma collègue, une perspective alors dynamique, diachronique, insistant aussi sur le travail actif des acteurs socialisés. Mais j'ai aussi plus fait appel à des approches interactionnistes de la construction des identités sociales, des approches relationnelles de la construction des identités sociales. Donc mes travaux ont porté sur la sociologie de la norme scolaire, sur les questions de ségrégation sociale et ethnique dans les quasi-marchés scolaires et sur le rôle socialisateur des établissements scolaires. Donc vous voyez que mon intervention sera un peu décalée certainement par rapport aux propos qui ont été tenus ce matin. Alors j'ai intitulé donc ma communication transmission culturelle inégalité scolaire au prisme de l'origine ethnique. Alors en sociologie francophone et particulièrement française, prendre la question de l'immigration, voire de l'ethnicité comme objet d'étude apparaît encore souvent comme un cas d'abord parfois un peu touchy, difficile, je dirais, en termes de débat intellectuel. Ça apparaît souvent aussi comme un cas particulier, comme un objet un peu étroit par rapport à la vraie question de fond des inégalités sociales. La question des minorités issues de l'immigration est parfois perçue comme un objet un peu mineur, un peu secondaire. Et ce sont quand même les inégalités de classe qui sont restées l'objet principal de l'analyse des inégalités scolaires. La classe sociale étant considérée comme centrale dans les processus de construction des hiérarchies sociales. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce matin. Cela reste évidemment un pivot de la structuration de l'espace social aujourd'hui. Et en tout cas, c'est l'idée que la question, je dirais, spécifique à l'immigration, à l'origine ethno-culturelle, était évidemment un objet très très peu visible au moment où mes collègues Liénard et Servet ont publié leur ouvrage. Et c'était vraiment la classe sociale qui était vue comme l'axe central de la structuration de l'espace social, générateur des modes de vie, des inégalités scolaires. Alors, moi, ce que je voudrais un peu avancer ici, c'est que l'étude des trajectoires scolaires et des modes de socialisation, de construction des identités des jeunes issus de familles migrantes peut au contraire être considérée comme un objet majeur, ce qui constitue une excellente porte d'entrée si on essaie de comprendre les transformations sociétales. C'est pas ce que je voulais faire. Les mutations sociétales liées finalement à la seconde modernité et aux transformations de la socialisation, aux transformations des processus de socialisation, des liens entre socialisation et culture aussi qu'on observe. Voilà. Alors, mon exposé donc, se fera en 2 temps, à partir de mes modestes travaux sur des trajectoires scolaires de jeunes dits de seconde génération de l'immigration postcoloniale en Belgique et en Angleterre. Donc, je vais faire dans un premier temps un bref retour sur ces travaux que j'avais eu l'occasion de mener, je dirais grosso modo entre 2002 et 2010. Donc, c'est déjà des anciens travaux.
Et puis, dans un deuxième temps, j'ai quand même un peu travaillé spécifiquement pour le colloque d'aujourd'hui, donc je vais essayer de dézoomer, de prendre un peu de recul par rapport à ces travaux et d'essayer de présenter quelques évolutions récentes de la recherche sur les trajectoires scolaires des jeunes issus de l'immigration et de réfléchir au fond en quoi est-ce que cet objet-là nous amène éventuellement à repenser la question de la reproduction culturelle des inégalités scolaires, en disant qu'au fond, ils ouvrent à au moins deux types d'élargissement. Un élargissement en termes de réflexion sur la nature de la légitimité culturelle et un élargissement qui consiste à prendre en compte la question du capital social et notamment de ce qu'on appelle parfois le capital ethnique. Alors c'est un grand mot, il faudrait essayer de construire un peu ce concept, puis sociologiquement. Alors, première partie, donc ce retour sur ces travaux que j'avais eu l'occasion de mener. Donc ici, vous avez, je vais me mettre là, je verrai mieux peut-être moi-même ce que je raconte. Des travaux qui ont été publiés, donc une série d'articles, certains mettant plus l'accent sur ce que j'ai appelé les stratégies identitaires des jeunes, d'autres plus l'accent sur l'incarnation finalement dans le système scolaire d'inégalités à la fois sociales et ethniques. Donc aujourd'hui, on parlerait d'intersectionnalité. À l'époque, je n'utilisais pas ce concept. Voilà, donc les objectifs de ces travaux que j'avais eu l'occasion de mener, ils étaient multiples. Donc au point de départ, il s'agissait au fond de comparer les politiques nationales de traitement scolaire de la diversité ethnoculturelle, donc en Angleterre, en Belgique et dans d'autres contextes européens. La place de la diversité n'est pas traitée, n'est pas pensée idéologiquement et éducativement non plus de la même manière. En Angleterre, héritage plus multiculturaliste, en Belgique, on est plus dans un modèle un peu plus proche du modèle français, plus républicain, mais c'est plus complexe que ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon objet. Mais mon hypothèse était qu'il ne s'agissait pas là uniquement de conceptions différentes de l'intégration de la diversité culturelle ou de l'intégration nationale, mais que je voulais m'intéresser à la manière dont des systèmes éducatifs se saisissent des différences ethnoculturelles pour organiser finalement des formes de hiérarchisation sociale. Donc l'idée, c'est de dire, oui, on a peut-être des modèles d'intégration différents, mais ce qui est intéressant sociologiquement, c'est de voir comment les structures éducatives, que ce soit au niveau micro des établissements, que ce soit au niveau d'espaces locaux de concurrence, de marchés scolaires, comment des systèmes, des établissements se saisissent de la diversité ethnoculturelle, finalement pour créer ou recréer des formes de hiérarchisation sociale. Donc c'était ça au fond peut-être le postulat de départ. Et donc je me suis en effet dans ce cadre-là intéressée notamment à des trajectoires scolaires d'adolescents issus des principaux groupes de l'immigration postcoloniale en Belgique et en Angleterre. Mais mon objectif était vraiment de réinscrire ces trajectoires scolaires et les travaux identitaires, le travail de socialisation qu'on y observait dans des contextes scolaires de production, enfin de conditions de possibilité de ces stratégies. Et donc aussi une autre question qui était présente dans mes travaux, c'était la question de la socialisation dans des contextes de pluralisme culturel et normatif. Je ne vais pas m'attarder trop. Peut-être dire qu'un des enseignements peut-être importants de ces travaux, c'est l'idée qu'il faut aujourd'hui très certainement dépasser la dichotomie classique entre assimilation et ethnicisation. Donc, on connaît, c'est l'enjeu de la journée d'aujourd'hui évidemment, la thèse de la sociologie de l'éducation classique qui établit une relation entre inégalité, enfin entre position sociale, identité socioculturelle, habitus et position scolaire. Mais dans le champ finalement des trajectoires scolaires des jeunes issus de l'immigration en particulier, il y a une thèse classique qui oppose, qu'on trouve dans les travaux classiques de sociologie de l'éducation consacrés à cet objet-là, les travaux de Woods, Hammersley, etc. C'est l'opposition finalement entre d'une part des jeunes qui combineraient assimilation culturelle et réussite scolaire, et d'autre part des configurations où on a à la fois
des trajectoires scolaires descendantes, problématiques et des processus d'ethnicisation. Donc, on a ce couple classique, réussite et assimilation, d'une part, ethnicisation et exclusion scolaire de l'autre. Alors, les enquêtes que j'ai eu l'occasion de mener amènent un peu à complexifier cette lecture binaire et à mettre en évidence finalement une diversité de stratégies identitaires, de positionnement, de modalités de gestion de la diversité culturelle et d'auto-perception de définition de soi chez les jeunes. Et donc, j'avais étudié à la fois ce que j'avais appelé les stratégies identitaires des jeunes, et ça renvoyait à la fois à quel répertoire identitaire ils mobilisaient, comment ils géraient la diversité des répertoires culturels, comment est-ce qu'ils percevaient leur propre identité ethnoculturelle aussi. Et je m'étais également intéressée à ce qu'on pourrait appeler leur répertoire linguistique socialement normé, dont ils faisaient état dans le terrain. Et toutes ces observations m'amenaient donc à complexifier, comme je vous le disais, cette lecture binaire, puisque ce que j'observais, c'est vraiment une pluralité de stratégies identitaires que j'avais d'abord, d'une part, tenté de décrire, de qualifier, de nommer. Je vais les décrire dans quelques instants. Et puis d'en rendre compte. Et pour en rendre compte, plutôt que de renvoyer justement à la culture d'origine uniquement, donc à une sorte d'ethnicité qui serait essentialisée, j'avais mes résultats qu'on disait plutôt à les interpréter en termes de trajectoire, à la fois sociale mais aussi scolaire. Donc cette trajectoire à la fois sociale et scolaire conduisant à l'apprentissage de différents rapports à soi, à l'identité et à la pluralité culturelle et normative. Alors, en deux mots, quelles étaient les stratégies identitaires que j'observais dans le cadre de trajectoires scolaires qualifiées de descendantes ou de trajectoires de relégation? Il y en avait plusieurs, je vais en citer trois. Les trois principales, je les avais appelées premièrement l'héritage revendiqué, qui consistait en fait à une revendication fière de l'appartenance ethnique, une sorte d'essentialisation de l'origine culturelle, vécue comme un socle identitaire fondateur, une mise à distance de l'identité du pays d'accueil, avec des phrases du style « on appartient à sa culture »,« abandonner sa culture »,« la culture est salvatrice »,« l'origine culturelle est salvatrice », etc. On avait une deuxième stratégie que j'avais appelée l'anomie ou la nostalgie communautaire ou l'ethnicisation manquée, qui était plutôt un discours de la perte de la culture d'origine, mais sous le mode du regret, de l'anomie. C'est de dire j'ai perdu ma culture d'origine, de vivre vraiment le déchirement de la perte, et parfois l'idée qu'il ne restait dans ces cas-là que le stigmate et pas la culture comme ressource. Et enfin, donc, des identités plurielles mais souffrantes, donc faisant état de la difficulté pour les élèves à gérer la pluralité culturelle et normative qu'ils rencontraient dans les différents espaces de socialisation. Donc, on voit que dans ces parcours de relégation, le rapport à l'origine culturelle est assez essentialisé et opère comme un support de l'identité fière. Sur le plan des répertoires linguistiques, là, on avait plutôt à la fois la coexistence d'une faible maîtrise des codes de la langue scolaire, je vais très vite, la mobilisation de ce que certains socio-anthropologues ont appelé des parlers jeunes, sociolinguistes, avec un mélange des langues, mais aussi un mélange des registres langagiers, des registres de langue, un mélange peu maîtrisé, de la créativité linguistique, donc une sorte d'invention d'argot de parler jeunes, mais vécu sur le mode intuitif, ça vient tout seul, j'utilise des mots selon, je ne sais pas trop pourquoi, etc. Donc j'avais qualifié ça d'hybridation non réflexive, avec un faible sens des situations, un faible sens de l'utilisation stratégique de codes culturels et linguistiques différenciés. Par contre, dans les élèves qui manifestaient des trajectoires scolaires ascendantes, les stratégies identitaires et linguistiques observées étaient assez différentes. On observait d'une part des stratégies plutôt assimilationnistes et d'autre part des stratégies que j'ai appelées complexes ou plurielles. Du côté des stratégies assimilationnistes, on a l'assimilation culturelle assumée au code du pays d'accueil,
une revendication subjective de l'identité nationale, l'appropriation des marqueurs culturels nationaux, et en termes de répertoire linguistique, une bonne maîtrise des codes de la langue scolaire et un sentiment que les langues issues de l'immigration sont non légitimes dans l'espace scolaire et dans les institutions, donc plutôt des stratégies à la fois d'assimilation et d'accommodation aux normes scolaires dominantes. Mais toujours dans les élèves manifestant des trajectoires scolaires ascendantes, on avait aussi des stratégies dites non assimilationnistes ou plurielles, ou on pourrait appeler aussi segmentées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des stratégies identitaires qui se caractérisent par du métissage, de l'hybridation, par un travail autonome de tri dans les héritages, où le sujet se constitue comme un pôle de tri réflexif, sélectif dans ses héritages. Et on avait aussi des stratégies que j'ai appelées de diffraction identitaire stratégique, c'est-à-dire une capacité chez le jeune à jongler sur une diversité de codes culturels, de codes linguistiques, en fonction des contextes. Hein, un travail donc finalement avec une diversité de répertoires de soi que ces élèves finalement conscientisaient. Donc on disait, mais quand je suis dans tel contexte, je vais mobiliser telle facette de mon identité, dans telle autre facette. Et donc une hybridation également, mais beaucoup plus réflexive, maîtrisée, avec un sens du jeu et un sens des situations beaucoup plus important. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite. Mais donc, ces résultats amenaient en quelque sorte à complexifier le couple classique assimilation heureuse, ethnicisation de l'exclusion, qui, me semble-t-il, convenait mieux à peut-être le cadre des États-nations de la première modernité, parce qu'à ce premier axe-là, qui est toujours présent, se superpose en fait un second axe de hiérarchisation des trajectoires scolaires qui oppose plutôt différentes formes de réponse ou de gestion de la pluralité normative et culturelle. Ou autrement dit, différentes manières de se construire dans un monde pluriel. On a d'une part une difficulté à gérer la pluralité, avec soit la stratégie essentialisante qui constitue plutôt un repli sur un répertoire de sens à prétention totalisante, ou alors des difficultés qui vont déboucher plutôt sur des structures plus anomiques, de l'implosion, par opposition à des stratégies qui donnent à voir plutôt des formes d'hybridation réflexive, de la diffraction, de la mise en contexte stratégique, etc. Alors, ces conclusions, en fait, amenaient en quelque sorte à se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas quand même une transformation de la légitimité culturelle? Vaste question, qui, je pense, sera traitée par mes collègues, mais à partir d'autres points de vue. Alors, je m'étais aussi intéressée aux conditions sociales et scolaires de possibilité ou de production de ces stratégies différentes. Et j'avais mis en évidence une pluralité de facteurs, hein, ce n'est pas très étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, quelles sont les conditions sociales et scolaires qui conduisent à ces stratégies identitaires différenciées? On a d'une part, quand même, bien entendu, toujours de manière assez présente, le capital culturel des familles des jeunes. Donc les capitaux culturels élevés sont à la fois, donc des familles d'origine, des jeunes migrants, sont à la fois associés aux stratégies assimilationnistes, bien sûr, mais aussi aux stratégies complexes qui font état d'une capacité à gérer de façon réflexive et stratégique la pluralité normative. Et au fond, j'ai envie de dire, en ayant entendu aussi, relu l'ouvrage de Georges et entendu les discussions de ce matin, c'est que finalement, ce n'est pas tellement étonnant par rapport aux travaux de la sociologie de l'éducation sur le rapport au langage et à la réflexivité selon les milieux sociaux, puisque ces travaux ont montré depuis longtemps que dans les milieux dotés de capitaux culturels se développait plus précocement et plus intensément un rapport réflexif, raisonné et singularisant au code culturel. Hein, et donc, on a une familiarisation précoce avec des démarches cognitives d'abstraction, de textualisation, de distance à soi, qui facilitent en fait un rapport finalement plus métissé, mais aussi plus hybride à la diversité culturelle.
Donc, le capital culturel continue à jouer un rôle, y compris dans ce second axe de hiérarchisation que j'évoquais. Mais il n'est pas le seul à opérer. Il faut également prendre en compte la généalogie des familles. Je vais aller un peu plus vite ici. Les trajectoires résidentielles aussi. Donc, on voit que la confrontation précoce à des univers de socialisation monoculturelle ou mixte va développer des dispositions différentes, une aisance par rapport à la diversité culturelle. Les trajectoires scolaires, ça c'était aussi un petit peu la particularité peut-être de certains de mes travaux, puisque je disais tout à l'heure, je me suis moins intéressée au processus de socialisation intrafamiliale, qui mériterait évidemment beaucoup de réflexion ici, mais aussi à l'impact spécifique des trajectoires scolaires et des contextes éducatifs dans l'activation de ces dispositions. Et donc, j'avais par exemple montré que les établissements scolaires, selon leur position sur le quasi-marché, selon leur identité organisationnelle, selon la niche éducative qu'ils occupaient, n'avaient pas des politiques identiques de traitement de la diversité culturelle. Au plus on était haut dans la hiérarchie scolaire, au plus les établissements tendaient à finalement eux-mêmes avoir des politiques de type assimilationniste, par exemple, alors que dans le bas de la hiérarchie, on avait plutôt des établissements qui prônaient un rapport de valorisation multiculturaliste ou valorisation de la diversité. Et d'autre part, il y avait aussi un deuxième axe, me semble-t-il, qui touche plus à la pédagogie et que je n'ai pas beaucoup creusé, mais que je pense qu'il devrait être l'objet de recherche plus important, et qui touche au fond au rapport de nouveau à la diversité culturelle et à la culture. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où l'équipe va plutôt développer un rapport plus substantialiste finalement à la culture scolaire, tandis que dans d'autres établissements, on va avoir des démarches qui vont inciter à un travail réflexif, un travail post-conventionnel finalement sur les normes et les cultures. Et donc, c'est des établissements qui vont mettre les élèves au travail sur la diversité culturelle. Et donc, voilà, il me semble qu'il y a des stratégies au niveau des équipes pédagogiques qui ne vont pas produire ou accompagner l'activation des dispositions des élèves face à la diversité culturelle de la même manière. Donc, il y avait vraiment l'hypothèse d'un rôle socialisateur différencié des espaces scolaires fréquentés qu'il convenait de voir, me semble-t-il, dans une perspective aussi diachronique, donc à travers les carrières scolaires des jeunes, quels environnements scolaires ils ont rencontrés, quelles sont les caractéristiques de ces environnements scolaires en termes de mixité sociale, mais aussi de mixité ethnoculturelle, quels sont les environnements scolaires qu'ils ont rencontrés en termes de politique de traitement culturelle et normative. Tous ces éléments constituent finalement les conditions de possibilité de l'activation Alors, il reste 2 minutes, donc la deuxième partie sera beaucoup plus courte, mais je pense que c'est de toute façon des pistes de recherche. Donc, si vous voulez, quand on regarde aujourd'hui, je vais dire plus de manière les nombreux travaux qui se développent, surtout, je dirais, dans la littérature anglo-saxonne. Ici, en France, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt les travaux de Mathieu Ichou, qui d'ailleurs aurait très bien pu être ici à ma place, je pense, beaucoup mieux que moi sans doute, mais donc qui ont revisité ces questions d'inégalité sociale et liées à l'ethnicité et de leur impact sur les trajectoires éducatives. Mais dans la littérature internationale, il me semble qu'il y a au moins 2 perspectives d'élargissement de l'objet qui nous occupe aujourd'hui, quand on regarde vraiment ce champ spécifique. Une première réflexion, c'est justement sur les transformations de la légitimité culturelle, comme je l'ai déjà vaguement évoqué dans la première partie. Autrement dit, une pluralisation et une désubstantialisation de la culture légitime, on va dire ça comme ça, de manière très très brève, où l'idée finalement c'est que la culture dominante, ce n'est pas uniquement des contenus culturels ancrés, territorialisés, c'est aussi des compétences cognitives, des méta, enfin tout ce discours sur les méta, la capacité réflexive, la capacité à décontextualiser, recontextualiser, le rapport à la diversité culturelle et normative. Ces éléments-là me semblent importants à prendre en compte pour
comprend les nouvelles formes de légitimité culturelle dans des sociétés plus globalisées, sans doute. Donc, ça mériterait que je développe un peu plus. Voilà, donc ça c'était un premier point. Et que j'avais développé un petit peu ici, donc où finalement les compétences gagnante, c'est pas uniquement intégrer des contenus culturels situés, c'est intégrer finalement des capacités combinatoires, des capacités post-conventionnelles, etc. Et le deuxième axe que j'aurais voulu développer, mais c'est la question du capital social et du capital ethnique. Donc, quand on regarde ce champ de recherche, il y a énormément de travaux aujourd'hui qui s'intéressent non seulement, je dirais, au poids du capital culturel des familles et des jeunes, mais aussi à leur capital social et à la manière dont les communautés ethniques, pour reprendre des concepts plutôt anglo-saxons, véhiculent des formes de capitaux et collectivisent finalement des formes de capitaux qui soient culturels, qui soient sociaux, et qui vont parfois jouer un rôle compensatoire par rapport au capital culturel de la famille. Hein, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces recherches sur le capital social ethnique, automatiquement, vu qu'on est sur des populations mobiles, souvent bisituées ou transnationalisées, invite à penser le capital à la fois social et culturel dans une perspective plus globalisée. Et donc, c'est aussi les travaux de Mathieu Hichou qui montrent que, par exemple, pour penser les ressources culturelles et sociales des familles migrantes, il faut s'intéresser non seulement à leur capital culturel et social dans le pays d'accueil, mais aussi à toute la trajectoire sociale antérieure à l'accumulation de capitaux culturels et sociaux dans le pays d'origine et au processus de conversion, de transfert plus ou moins heureux de ces capitaux, de ces ressources dans le processus migratoire. Et donc, ça élargit la focale. Le capital culturel et social doit être appréhendé, non pas uniquement dans le cadre de structures sociales nationales, qui sont celles de la société d'accueil, mais dans une perspective plus large, plus biographique, plus diachronique, et qui s'intéresse aussi aux ressources que les groupes ethniques peuvent finalement condenser. L'idée du capital social ethnique, pour le dire très brièvement, c'est l'idée finalement d'un ensemble de ressources culturelles et sociales, soit des ressources de support économique, émotionnel, culturel, scolaire, que le réseau ethnique met à disposition finalement dans ces liens de réciprocité que les communautés ethniques peuvent vivre, et qui va bénéficier à tous les membres de la communauté indépendamment de leur propre capital culturel familial. Et donc, voilà, je vais en rester là, mais simplement pour conclure, j'ai envie de dire que s'intéresser aux trajectoires sociales des jeunes dits de seconde génération d'immigration amène, je dirais, à la fois amène à la fois à constater la pertinence toujours de la thèse classique du capital culturel des familles, qui reste important, qui reste surdéterminante dans les trajectoires, mais aussi à élargir la focale autour de ces deux axes que j'ai très rapidement ébauchés, la transformation de la légitimité culturelle et d'autre part la prise en compte des capitaux sociaux, ethniques et la médiation par les groupes ethniques de ces capitaux. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Et moi aussi, je m'associe aux remerciements qui ont déjà été formulés pour les organisateurs. Vraiment, je suis très content de participer à cette journée. C'est un bel événement. Je remercie aussi les autres intervenants et en premier lieu Georges Liénard, que je suis heureux d'avoir rencontré. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais c'est des moments précieux dans nos métiers. Moi, je vais vous présenter un travail qui a donné lieu à une publication il y a quelques temps. Alors, mon diaporama ne fonctionne pas, mais ça va venir. L'article que vous pourrez consulter si vous voulez avoir plus de compléments, c'est Regret d'école, le report des aspirations scolaires dans les familles populaires. Donc, je vais moi aussi m'intéresser à la thèse de la transmission familiale de l'héritage culturel en proposant d'en faire un état des lieux contemporain dans une partie des classes populaires qui a été moins enquêtée, on va dire.
Alors, donc la question générale est assez simple. Qu'est devenue la transmission familiale de l'héritage culturel? On peut faire l'hypothèse qu'elle a changé, tout simplement, puisque il y a eu tout un ensemble de transformations sur lesquelles je ne veux pas revenir. Séverine les a listées ce matin, la transformation des marchés du travail, transformation de l'école, transformation des familles, transformation des classes sociales. Donc voilà, la moindre des choses, je pense, c'est de remettre cette thèse sur le tapis, voir qu'est-ce qu'elle permet de comprendre aujourd'hui. Donc mon point de départ, c'est un bel article de Pierre Bourdieu qui s'appelle « L'école conservatrice », que je recommande notamment aux étudiants parce que c'est un des plus complets sur ces idées de l'époque. Alors, le petit pas de côté, ou en tout cas l'originalité de l'article, c'est de s'intéresser à une partie des classes populaires qui avaient été moins enquêtées. Pendant longtemps, c'est les fractions les plus précaires des classes populaires qui ont été les mieux étudiées. Je pense aux premiers travaux de Bernard Lahire, ceux de Daniel Thym, Mathias Millet par la suite. Eux aussi se sont intéressés aux familles où il y a le moins de ressources. Stéphane Beau, à nouveau, dans son enquête sur les 80% du casage au baccalauréat, a, dans le livre en tout cas, ciblé une fraction plus basse des classes populaires. Et donc, il nous semblait, c'est un travail collectif, qu'il fallait aussi s'intéresser à un pan un peu plus élevé dans la hiérarchie interne des classes populaires. Et puis, le deuxième angle un peu original, c'est d'avoir essayé de combiner dans cette recherche des monographies de ménage. Alors, moi non plus, quand j'ai fait ce travail, je ne disposais pas du livre de Liénard et Cernay. Et voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir innové, mais voilà, on aurait dû évidemment profiter de ce travail. Peut-être qu'on les aurait conçus différemment, ces monographies. Et puis, je combine l'apport de ces monographies avec des statistiques scolaires plus classiques, de la dette, donc le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de l'enquête emploi de l'INSEE. Alors, je vais passer très vite. Je ne vais même pas traiter la première partie qui montre que dans les classes populaires qu'on a enquêtées, il y a 3 grands types de destins scolaires. Je n'ai pas le temps. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui m'a apparu comme le point commun à ces 3 façons de sortir de l'école et de devenir ensuite ouvrier ou employé. C'est l'expérience de la frustration scolaire. Et dans un dernier temps, je défendrai l'idée que je n'ai pas pu défendre jusqu'au bout dans l'article parce que j'ai senti qu'il y avait un veto à un moment donné, l'idée qu'il y a une mobilisation non désarmée. Alors la formule n'est pas élégante parce que ça fait une double négation, mais l'idée c'est que la mobilisation des familles pour la réussite scolaire, elle est à la fois plus indispensable dans les familles populaires pour qu'il y ait réussite, et elle est en même temps moins efficace. Finalement, dans l'article, je crois que j'ai écrit mobilisation inquiète, mais je continue de penser que mobilisation non désarmée, même si ça met plein de points d'interrogation, c'est pas mal, quoi. Ça oblige à réfléchir. Et le titre, Regret d'école, est bien sûr un clin d'œil à un très beau livre de Daniel Pénac qui s'appelle Chagrin d'école. Alors, c'est issu d'une enquête collective qui a été menée il y a quelques années maintenant. Le titre, c'est Populaire aujourd'hui, reproposition sociale et culturelle des mondes ouvriers et employés contemporains. Cette enquête a été coordonnée par Olivier Masclet. Elle a associé 27 chercheurs de différents laboratoires répartis sur le territoire français. Et elle s'appuie principalement sur des hypothèses qui ont été formulées par Olivier Schwartz à la fin des années 90 pour continuer à défendre la notion de classe populaire. Il y a sûrement plein de choses qui nécessitent d'être réargumentées, mais il y a au moins des points sur lesquels il insiste et qui nous paraissent importants. Donc, je reprends 2 citations qu'on trouve assez facilement sur Internet. Voilà, une sociologie des milieux populaires qui traiterait ceci comme des totalités closes et autistes à l'égard des changements qui affectent la société globale, se condamnerait à l'échec. Donc là, il a clairement en tête qu'il faut peut-être sortir d'une vision des classes populaires qu'en France, on peut associer à la publication du livre de Richard Hogarth, La culture du pauvre. C'est daté, c'est contextualisé. Et évidemment, ça a fait écho à des choses qu'on a pu décrire, qu'on a pu aussi en France.
mais sans doute que maintenant, on est passé à un peu autre chose, quoi. C'est plus des classes populaires refermées sur elles-mêmes qu'on a sous nos yeux. Et deuxième idée, dès que l'on passe des dominés les plus dominés à des groupes subalternes non définis, on doit s'attendre à rencontrer des conditions d'existence et des modes de vie intermédiaires présentant, il me manque juste la fin, des formes de mixité culturelle. Donc, voilà, ça a été aussi dit ce matin, quand on regarde un peu des fractions de classes différentes, eh bien, on voit qu'il y a des mélanges, peut-être des formes de métissage entre des conditions de vie et des modes d'existence propres aux classes populaires anciennes, traditionnelles, et des choses qui sont plus proches des classes moyennes. Si je caricature, pour Olivier Schwartz, il n'y a pas de moyennisation objective des conditions d'existence. Par contre, il y a des éléments de moyennisation culturelle qui affectent et qui recomposent les classes populaires. Alors, je passe sur ce graphique, tant pis. C'était juste pour montrer qu'il y a une augmentation des diplômes dans la société, mais là où c'est le plus net, c'est peut-être quand même dans les classes populaires, où aujourd'hui, vous voyez que de mémoire, 20% des ouvriers sont bacheliers, 40% des employés aussi. C'était évidemment pas le cas au moment de la publication des héritiers ou de la reproduction, où il n'y avait pas de bacheliers dans les classes populaires. Donc ça, c'est un élément qui forcément va changer le rapport à la scolarité dans les classes populaires. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Donc cette première partie, je ne la présente pas, sinon je n'aurai pas assez de temps. Et j'en viens à la deuxième partie. Donc, on a pu restituer à travers ces monographies de ménage des trajectoires de 50 adultes, donc ça fait 28 ménages qui ont été enquêtés, et les scolarités de 42 enfants. Je précise que l'enquête, elle n'était pas évidemment centrée sur l'école, c'était une enquête sur les styles de vie, les modes de vie dans les classes populaires. Et donc, le guide d'enquête, il y avait aussi plein de rubriques sur le logement, les loisirs, la vie de couple, la politique, voilà. Et la partie sur l'école, moi, évidemment, je l'ai trouvée un peu frustrante, mais c'était quand même intéressant de pouvoir aussi faire le lien entre les différentes sphères de l'existence. Bon, voilà, je n'ai pas pris une optique finalement de sociologie de l'éducation scolaire, mais plutôt une sociologie des classes sociales pour aborder ces questions-là. Et donc, le dénominateur commun à toutes les histoires scolaires qu'on a recueillies, c'est l'expérience de la frustration scolaire. Les enquêtés, d'abord, nous ont fait des récits d'orientation contrariés. Ils nous disent, en fait, nos trajectoires, c'est comme si elles avaient été interrompues. Un exemple, c'est Élodie, qui est vendeuse, qui a un CAP. Elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la scolarité qu'elle visait. Elle était en lycée quand elle a décroché, elle a été déscolarisée. L'enquêteur lui dit, ça te gonflait la formation qu'il proposait? Bah, quand à la base tu veux faire de grandes études, au final tu te retrouves dans un truc professionnel, tu te dis merde, tu ne l'as pas choisi par dépit en fait. Tu l'as choisi par dépit en fait, donc ouais, c'est un peu dur. Et ce type de récit, il a été très fréquent parmi les enquêtés, avec des formes plus ou moins policées selon l'âge des enquêtés, puis selon leur relation aux enquêteurs. Je précise qu'il y a eu 3 manières de recruter les enquêtés dans un endroit en France. Soit c'est des gens qui avaient déjà participé à des recherches sur les classes populaires dans les villes, soit c'est des gens qui étaient dans nos réseaux d'interconnaissance, donc l'école, les loisirs, le voisinage. Ouais, c'est des monographies qui ont été commandées à des doctorants, qui ont été rémunérés pour ça, mais c'était aussi des matériaux nouveaux pour leur thèse, et ça a permis d'accéder à des enquêtés que nous, chercheurs grisonnants, on n'aurait peut-être pas aussi facilement rencontrés. Ah, donc, oui, j'ai oublié de dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, les critères de choix de nos enquêtés, c'était d'avoir des couples, si possible des couples. Il y a eu des couples qui se sont défaits pendant l'enquête, mais des familles avec au moins un enfant scolarisé et qui s'en sortent à peu près. Donc, on n'avait pas de critères objectifs, mais souvent, on est tombé sur des gens qui sont propriétaires de leur logement, ou les couples où les deux parents travaillent. Ils sont stabilisés plutôt que stables. Ils ont une histoire qui les ancre dès le départ dans les classes populaires, mais ils sont dans des trajectoires plutôt de stabilisation.
Alors, qu'est-ce qui a empêché qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur scolarité rêvée? La contrainte financière. On a un peu tendance parfois à l'oublier ou à la sous-estimer, mais ça a joué, y compris pour des orientations dans l'enseignement professionnel. Hein. Vous ne pouvez pas forcément choisir la filière de votre choix parce que ça implique un déménagement, parce que c'est un enseignement privé payant, etc. Autre contrainte très forte, c'est l'offre scolaire locale. On ne dira jamais assez, mais les classes populaires, elles sont inégalement réparties sur le territoire. Et donc, il y a des départements où vous n'avez pas le choix. Le choix scolaire, c'est le privilège de ceux qui vivent dans des régions très urbanisées. Des désaccords avec les parents. Donc les enquêtés nous ont parlé de leur scolarité quand ils étaient enfants, et dans la génération des grands-parents, on voit que ce n'était pas les mêmes rapports à l'école. J'ai en tête une enquêtée qui dit ma mère, elle voulait que je devienne femme de ménage, et puis elle disait de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien, parce qu'elle-même avait été femme de ménage et pensait que ce n'était pas possible de faire mieux. Et donc, sa fille a hérité de cette éducation-là, et elle en veut encore à sa mère de ne pas lui avoir fait confiance, quoi. Elle aurait voulu être institutrice, et elle est devenue caissière dans un supermarché. Ils nous ont décrit donc une frustration qui a été vive sur le moment, et comme c'est des souvenirs rétrospectifs, dans certains cas, on s'est rendu compte que cette frustration a été durable. Il y en a qui ont passé à autre chose, ils ont eu une vie où l'école n'était pas forcément leur tristesse de tous les jours, mais pour certains, c'était vraiment des choses qui remontaient à la surface et qui les marquaient profondément. Et donc, le constat le plus récurrent, c'est un écart entre ceux dont ils auraient rêvé, leurs espérances et leurs chances. Donc, pas la coïncidence entre les probabilités objectives et les espérances subjectives. Alors, autre point qui nous a marqué, c'est que ces enquêtés ont souvent été pris dans des dispositifs de formation post-scolaire, mais on a essayé de faire le compte de leur capital scolaire. Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme? Et on s'est rendu compte que si on regardait seulement les diplômes obtenus en formation initiale, on passait à côté de tout un tas de titres qui avaient été obtenus plus tard. C'est un tiers de nos enquêtés qui ont obtenu des CAP, des BEP, mais parfois même des bacs et jusqu'à des BTS en formation continue. Donc voilà, ça dit aussi quelque chose de leur rapport à l'école. Ils ont voulu rattraper, ou tout simplement, ils sont aussi dans des secteurs professionnels où on a besoin de titres aujourd'hui pour se reconvertir, pour exercer le métier. Voilà. Donc dans certains cas, ça a augmenté le capital scolaire, dans d'autres, non. On a même des bacheliers qui sont revenus passer des CAP petite enfance parce que ce n'était pas le bac qui permettait d'accéder au métier, mais plutôt le CAP. En tout cas, ça a été pour les non-diplômés de nos enquêtés le moyen de rattraper un échec en formation initiale. Quand même, pour 11 qui étaient non-diplômés à l'issue de l'école, 7 ont rattrapé un diplôme par la formation post-scolaire. Alors, une donnée de contexte, hein, c'est le CEREC qui l'a établi par diverses enquêtes. On sait que le taux d'accès à la formation continue, il a augmenté fortement en France. Sur les 30 années, là, il y a un doublement du taux d'accès à la formation continue. Et quand on demande aux salariés s'ils sont intéressés par ces possibilités de se former, eh bien aujourd'hui, c'est une majorité des ouvriers et des employés qui adhèrent à cette idée qu'avec la formation, ils vont pouvoir actualiser leurs connaissances, peut-être changer de métier, peut-être augmenter leur salaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des illusions forcément, mais en tout cas, ils ont cette envie d'accéder à une formation post-scolaire. Alors, un exemple pour creuser un peu ce rapport entre l'expérience scolaire de frustration et des engagements dans la formation continue à l'âge adulte. Un cas limite, mais qui est très parlant, c'est celui de Max Torelli. On est dans la Lorraine, il est issu d'immigration italienne, né en 1963, il est ouvrier qualifié chez Renault. Alors, quand on remonte son histoire scolaire, eh bien, il fait partie de ces très, très rares élèves, et surtout à l'époque, qui, après un redoublement demandé pour entrer en classe de seconde, se voit refuser plus tard l'entrée en seconde,
alors qu'il a fait un examen d'appel, ce qui est rarissime. Hein. Les commissions d'examen, elles sont plutôt trustées par les parents des classes moyennes et dominantes. Il a ensuite été orienté dans un lycée professionnel où il a préparé le BEP, mais il a échoué. Il n'avait aucune motivation pour ces études-là. Il dit le technique, ça te prépare à l'usine. Pour moi, l'école, c'était râpé, et puis c'est tout. Alors, ce Max est lui-même issu de parents non diplômés, métier ouvrier, et il a perdu son père qui était mineur. Peut-être que ça a joué. Se saisir de l'école peut-être tardivement, parce qu'avant, il n'avait peut-être pas pris conscience que c'était une clé importante. Donc, il y avait des très mauvais résultats. Et alors, on pourrait se dire, voilà, fin de l'histoire, il devient ouvrier et puis il se fait une raison. Intériorisation. Plus tard, à 28 ans, il finit par avoir une embauche en CDI après avoir enchaîné des contrats d'intérim. Et puis, il va s'engager dans les cours du soir. Et il est syndiqué à la CGT. Et ses camarades lui disent, mais ces cours du soir, ils peuvent être pris en charge par le fonds GESIP, donc un outil de financement de la formation continue. Et grâce à ces cours d'histoire, il va réussir un BTS. Donc voilà quelqu'un qui quitte l'école après avoir échoué au BEP, donc aucun diplôme, et qui par cette voie-là accède au BTS. Et quand on lui demande qu'est-ce que ça lui fait, pourquoi il fait ça, il dit bon, j'avais quand même l'espoir de quitter la chaîne, de passer peut-être agent de maîtrise, voire contremaître, mais surtout faire moi-même ce que je valais. Parce que je n'avais pas eu l'occasion, ayant échoué à l'école, de savoir ce dont je suis capable, en fait. Et voilà, il est capable de se critiquer quand il était adolescent. Il dit, voilà, j'ai pas été sérieux, j'aurais dû. Mais à l'âge adulte, il est très fier, très content d'avoir fait cette preuve. Alors, après ça, donc, on peut se demander, mais que font ces parents qui sont porteurs d'une expérience de frustration scolaire lorsqu'il s'agit de la scolarité de leurs propres enfants? Donc, c'est là où je vais essayer de défendre la thèse qu'ils ne sont pas complètement désarmés, sans aller jusqu'à dire que grâce à une mobilisation à toute épreuve, leurs enfants réussissent du feu de Dieu. Ce n'est pas la réalité observée. Alors, d'abord, je reviens sur cette notion de mobilisation désarmée qui existe dans le livre de Stéphane Beau, dans 80% d'une classe d'âge et au bac et après, mais qui ne qualifie que les familles issues de l'immigration maghrébine, africaine, dans la région de Montbéliard. Et c'est donc la fraction de l'enquête plus large où les pères travaillent à l'usine, ils sont usés par leur labeur, les mères sont souvent analphabètes, et c'est elles qui sont en charge du suivi scolaire des enfants. J'ai peut-être oublié les guillemets dans l'article, c'est les mots de Stéphane Beau. Et cette mobilisation désarmée, elle dit donc l'espoir placé dans l'école, mais aussi la faiblesse des ressources objectives pour répondre aux exigences de l'école. Mais elle va avoir un succès, cette notion, grâce ou à cause des collègues de bureau, enfin du collègue de bureau de Stéphane Beau, juste à côté, à l'ENS, Christian Baudelot, qui va consacrer un chapitre de Avoir 30 ans en 68 et en 98 à cette partie des classes populaires, là. Enfin, non, plus précisément, ils vont reprendre la notion de mobilisation désarmée, mais en la généralisant. Ce n'est plus la fraction spécifique étudiée par Stéphane Beau dans ce texte, c'est l'ensemble des familles ouvrières, il n'y a plus de délimitation, et c'est censé qualifier le rapport à l'école des classes populaires. Or, si on lit Retour sur la condition ouvrière, par exemple, avec Michel Pialou, chez Stéphane Beau, il y a clairement une description plus riche, plus large, avec différents cas de figure. Et quand il parle des familles populaires, classiques, anciennes, autochtones sur le territoire, ce n'est pas le même rapport à l'école qui est décrit. Il y a par exemple plus de confiance dans l'enseignement professionnel, il y a plus d'implication des parents dans le suivi de l'orientation scolaire, le contrôle de devoirs, etc. Donc voilà, je pense que cette notion-là ne peut pas être utilisée comme ça sans contrôle, il faut regarder un peu d'où ça vient. Alors, j'avais en tête aussi, en écrivant tout ça, d'autres chercheurs
qui avait évoqué à propos des familles populaires qui espèrent la réussite scolaire de leurs enfants, une forme d'onirisme social. C'est-à-dire, ils rêvent les yeux ouverts et ils ne se rendent pas compte du réel, quoi. D'autres avaient parlé aussi d'illusion promotionnelle. Ou encore, et là c'est Stéphane Beau, de perte du sens des limites. Donc, ces expressions-là, elles m'ont paru un peu limitées, un peu inadaptées pour rendre compte des nouveaux comportements des classes populaires dans leur rapport à l'école. Et donc, voilà, j'ai écrit un autre livre qui disait « Le diplôme est l'arme des faibles ». J'ai essayé de prolonger ce travail-là dans l'article pour voir comment les classes populaires se saisissent aujourd'hui des possibilités offertes par l'école, mais aussi des limites par l'institution scolaire à la scolarité de leurs enfants. Alors, en quoi on pourrait parler d'une mobilisation non désarmée? D'abord, ces espoirs que les parents avaient de mieux réussir à l'école, ils n'ont pas été satisfaits et à l'âge d'avoir eux-mêmes des enfants, eh bien, ils vont avoir un report de leurs espoirs sur les enfants. Donc, voilà, la transmission de l'héritage culturel, c'est aussi de transmettre quelque chose qui nous a manqué, quelque chose qui n'a pas été acquis, transmis. On peut hériter de ça aussi. Pour un exemple, Cécilia, donc, qui est caissière, qui parle de sa fille qui est en 6e. Elle dit « de travailler à l'école si elle ne veut pas se retrouver, comme dans mon cas, avec des clients qui te saoulent. Mais vous avez vraiment besoin de lui mettre de la pression ?» Je dis qu'elle est volontaire. Si, mais c'est qu'on n'a pas envie, on a envie qu'elle ait des bonnes notes, qu'elle ne soit pas parfaite, mais on a envie qu'elle réussisse, qu'elle ne soit pas comme nous, quoi. Mais ouais, on n'a pas envie qu'elle finisse comme sa mère caissière qui a arrêté l'école. C'est pas très original, je pense qu'on doit pouvoir trouver ça dans plein d'autres recherches. C'est une caissière en supermarché qui a comme interaction quotidienne dans son travail des gens de tout milieu, et notamment des classes moyennes. Et voilà, j'imagine que vous fréquentez aussi les supermarchés. C'est pas rare que des clients disent à leurs enfants ben, « Travaille bien à l'école, sinon tu vas finir comme madame ». Elle entend ça toute sa journée. Et évidemment, ça change son rapport à l'école. On n'est plus dans le monde clos et fermé des classes populaires à l'ancienne où voilà, la force du collectif pouvait préserver un peu de ces jugements. Aujourd'hui, les classes populaires sont exposées à tout un tas de jugements négatifs qu'elles ne peuvent pas intérioriser, auxquels elles vont résister. Alors, l'enquête, elle a aussi permis de montrer que, parce que dans la mesure du possible, on essayait d'avoir des entretiens avec les pères et les mères, qu'il pouvait y avoir des divergences à propos de l'école, à propos des devoirs, de l'orientation. Et ça, c'est vraiment un acquis de la démarche par monographie de ménage. Moi, j'ai plutôt travaillé sur les statistiques scolaires et je n'avais jamais fait gaffe, mais quand on regarde qui répond au questionnaire dans les enquêtes, très souvent, c'est les mères. Alors après, il y a des pondérations, on va essayer de tenir compte aussi des avis des pères, mais on a quand même très souvent des enquêtes, et je pense que ça vaut aussi des enquêtes par entretien, où on illustre le rapport à l'école par le point de vue des mères. Et c'est important, mais c'est rare qu'on puisse combiner les deux points de vue, quoi. Et donc, parmi nos enquêtés, on a souvent vu des mères qui... je crois que j'ai un point là-dessus. Donc, des mères qui s'occupent des devoirs, qui suivent les rendez-vous avec les enseignants, etc. Et qui jugent les pères soit absents, soit faisant mal. Ils disent non, je préfère encore que ce soit moi qui m'en occupe parce que lui, il ne fait pas bien. Et puis, on a entendu des pères aussi qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors, parfois, c'est tout simplement des questions de conditions de travail, d'horaire. Hein. Les pères qui sont chauffeurs, ils ne sont pas là au moment des devoirs. Et puis, ils reconnaissent aussi qu'ils ne savent pas faire ou que leur femme fait mieux. Et au niveau de l'orientation scolaire, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que les pères ont plus tendance à pousser vers des filières professionnelles courtes. Ils visent la sécurité, ils ont une stratégie de prudence, alors que les mères se mettent à espérer pour leur fils comme pour leur fille, pour l'instant, enfin, dans la recherche, on n'a pas vu de différence, des voies générales débouchant sur des études plus longues. Alors, là, je vais reprendre maintenant des données statistiques pour
cadrer un peu les propos des enquêtés. Dans le panel 2007, donc, qui est une enquête de suivi statistique des élèves qui sont entrés en 6e en 2007 en France, on pose la question: jusqu'à quel âge souhaitez-vous que votre enfant poursuive ses études? Il y a une forte proportion des parents qui disent je ne sais pas. Mais quand il y a un âge qui est donné, très souvent c'est au-dessus de 18 ans. Et dans les catégories populaires, c'est au moins 20 ans, dans 80 à 90% des cas. Donc, tout ce qu'on sait sur l'allongement des études, ça produit aussi un rehaussement des aspirations vers le haut. Alors, si on va dans le détail, l'enquête permet de le faire, qu'est-ce qu'ils souhaitent comme bac? Alors, donc la question est posée juste l'année après de l'entrée en 6e, en 2008, et ils peuvent citer un certain nombre d'orientations scolaires. Pour simplifier, j'ai mis d'un côté ceux qui souhaitent que l'enfant prépare un bac général, ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas répondre, et puis troisième cas, j'ai regroupé tout le reste. C'est un fourre-tout, je suis d'accord, mais moi, ce que je voulais montrer, mon intention, c'était de mettre en avant la part très importante aujourd'hui de parents qui souhaitent l'orientation vers un bac général, y compris dans les classes populaires. Finalement, il n'y a que dans la fraction la moins stable, la plus précaire des classes populaires, qu'on a encore une majorité de parents qui souhaitent entrer dans une formation professionnelle plus ou moins courte. Dans les autres fractions, c'est quand même soit égalité, soit l'aspiration à une voie générale qui l'emporte. J'ai pris les catégories de l'INSEE qui définissent les ouvriers et les employés en prenant un petit peu de détail, mais voilà. Et donc là, on est en début de scolarité, le choix, il n'est pas encore pour tout de suite. Il y a une aspiration très forte aux études, y compris des études relativement longues dans les classes populaires. Alors, on a mieux que ça comme données statistiques, parce que là, vous pourriez me dire, oui, mais c'est des déclarations, c'est des données de sondage, d'une certaine manière, est-ce qu'ils vont passer à l'acte, qu'est-ce qu'on en sait? Bon. Eh bien, le même dispositif statistique recueille aussi les vœux d'orientation qui sont formulés par les parents, et puis là, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des vrais choix qui sont derrière, en fin de troisième, et donc on peut les rapporter, ces vœux d'orientation en fin de troisième, à la fois à la position sociale et aux résultats scolaires des élèves. Eh bien, quand les résultats en fin de troisième sont moyens, médiocres, entre 8 et 10 de moyenne, c'est là qu'il y a un grand écart dans les aspirations des parents selon le milieu social. Alors, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait insister dans la continuité de ce qui a été dit ce matin, mais les 2/3 des parents cadres, eux, se sentent assurés. Ils disent, c'est pas grave, il va aller quand même dans la seconde dite indifférenciée et il va s'en sortir. Alors que les parents ouvriers et employés, ils renoncent beaucoup plus vite. En cas de résultats scolaires insuffisants, ils font profil bas, ils acceptent les verdicts de l'école et ils vont donc sans doute aller vers la seconde professionnelle, voire entrer en CFA. Par contre, quand les résultats scolaires sont meilleurs, malheureusement, ce n'est pas assez souvent le cas pour ces élèves-là, eh bien, les aspirations scolaires, elles montent. On a cité Chamboredon ce matin. C'était un résultat déjà qui apparaissait dans les années 70 dans ces monographies sur les premiers collèges uniques en banlieue parisienne. Plus on progresse des étapes dans la scolarité, plus les parents se mettent à croire à la possibilité qu'on va pouvoir saisir des nouvelles chances, quoi. Donc là, il n'y a plus tellement d'intériorisation du probable, ou alors le problème, il a changé, en fait. Les résultats scolaires laissent envisager autre chose. Et pourtant, on sait que c'est seulement la moitié des enfants d'ouvriers et d'employés qui accèdent à ce lycée général et technologique. L'autre moitié va vers l'enseignement professionnel court. Maintenant, jusqu'au bac pro. Mais... Donc, la responsabilité de cette forte inégalité scolaire, elle est partagée entre l'école et la famille. D'un côté, vous avez effectivement des familles qui n'ont pas toutes les mêmes aspirations, mais de l'autre, vous avez aussi l'école qui ne transmet pas également les savoirs scolaires dont elle a la charge. Peut-être on y reviendra plus tard. Mais... Alors, on a aussi interrogé les familles sur
qu'est-ce qui permet de réussir à l'école, selon vous? C'est quoi les conditions de la réussite? Et on a entendu un fort volontarisme. C'est des familles qui nous disent, mais voilà, quand on veut, on peut, il faut se donner les moyens, quoi. Sans doute que là, il y a beaucoup d'auto-illusion, mais c'est une conviction qui est nécessaire pour que ça marche. Parce que si on part battu d'avance, elle pense que ce n'est pas jouable, quoi. Donc, elles ne perçoivent pas l'échec comme une fatalité. Les conditions de la réussite, c'est que les enfants travaillent bien, que les parents les soutiennent. Et là, il y a un très bel entretien qui a été fait avec Régine, qui est assistante maternelle dans la région nantaise, et qui dit à l'enquêtrice, mais c'est aussi le discours qu'elle tient aux parents des enfants dont elle a la garde. C'est de notre rôle de parents. Là, la génération d'enfants qui savent ni lire et écrire quand ils entrent en sixième, c'est pourquoi? Parce que les parents n'étaient pas derrière à la maison le soir sur les devoirs. C'est aussi con que ça, la société, pour moi. Et je prône aux parents des petits bouts que j'accueille. Ah, au fait, quand on se quitte, tiens, un bon conseil pour plus tard, lâchez pas les devoirs de vos enfants. Ne vous contentez pas de ce que l'école fait avec eux, parce que ça fera peut-être des cancres. Ce sera dommage. Donc là, il y a clairement une conscience des risques d'échecs scolaires, des risques d'échecs des apprentissages. Elle est clairement consciente qu'il y a des enfants qui entrent au collège sans savoir bien lire et écrire. Elle est consciente aussi que pour que ça marche, il faut que les parents soient derrière. Et alors, ce qu'elle ne dit pas, mais ce qu'on peut lire, nous, sociologues, entre les lignes, c'est qu'elle ne fait pas complètement confiance à l'école. Il y a une forme de défiance là. Vous ne vous contentez pas de ce que l'école fait avec eux. Si vous croyez que ça va marcher tout seul, en fait, non. Ça fera des cancres. Donc, même si ce n'est pas une enquêtée qui est fortement critique sur les enseignants, sur l'univers scolaire, c'est quand même une forme de défiance qui est plus répandue qu'on pense et qui peut donner lieu à des incidents dans les relations entre parents et enseignants. Autre condition de la réussite, le choix de la bonne école. Alors là, j'étais un peu surpris, mais voilà, c'est une leçon de la recherche qualitative. Je n'avais pas imaginé que c'était à la fois les mêmes qui voulaient pour la réussite scolaire de leurs enfants, en les faisant faire des devoirs, en ayant des bonnes relations avec les enseignants, etc. Et c'est aussi les mêmes qui vont avoir des comportements, de stratégie, de choix des établissements relativement comparables à celles qu'on observe dans les classes moyennes, juste un peu au-dessus d'eux, quoi. Pas les classes ultra dominantes, mais voilà, ils nous ont dit très clairement, nous, on veut que nos enfants évitent les élèves perturbateurs, la racaille. Ils ont souvent fait le choix de l'enseignement privé. Il se trouve qu'on a enquêté aussi dans l'ouest de la France, dans le nord, peut-être dans des régions où il y avait une offre d'enseignement privé plus importante, mais quand même, ils n'hésitent pas non plus à intervenir auprès des enseignants. Ils pensent qu'il faut faire les bons choix d'options, etc. Ils participent aux associations de parents d'élèves où ils apprennent des choses. Je crois que je vais y revenir tout à l'heure. Donc, si je n'aurai pas le temps. Et donc, ces stratégies de choix d'établissement, elles sont aussi liées à leur stratégie résidentielle. Il faut faire les devoirs. C'est les mères qui s'en occupent, j'en ai déjà parlé. Séverine Capot a bien montré qu'il y a une forte mobilisation des parents dans les classes populaires, à peu près des mêmes fractions d'ailleurs, qui est à la hauteur de leurs propres ressources. Je voudrais juste développer un tout petit peu un cas qui nous a été raconté d'un exposé sur le romantisme. Donc, en CM2, doit faire un exposé sur le romantisme. Les parents s'en rendent compte un peu tard, il reste 3 jours, c'est le week-end, que faire? Ils vont chercher sur Internet, sur Wikipédia, ils recopient des choses. Et puis finalement, la mère discute avec une autre mère d'élèves et dit « Ah bon, t'es sûr, mais le romantisme, je pensais que c'était les histoires d'amour, quoi, à l'eau de rose et tout. » Ah non, c'est le romantisme dans les arts, dans l'architecture, dans la littérature, enfin, un courant culturel du 19e siècle et tout. Mais ils n'ont pas compris. Mais la source du malentendu, elle est où? C'est eux qui n'ont pas été à l'école assez longtemps, ou c'est l'enseignante qui a jugé bon que la préparation de la transmission des savoirs, exposée sur ce qu'est le romantisme, soit confiée à des élèves. Bon, malheureusement, l'enquête n'est pas construite pour aller à la source du malentendu, mais voilà. Cet investissement des mères, il est décisif. Une petite statistique scolaire qui montre que c'est le diplôme le plus élevé de la mère qui crée le plus d'écart dans les résultats des élèves. Mais
je vois que je n'ai pas eu temps de parole, donc je continue. Pour terminer, les classes populaires qu'on a rencontrées, elles sont contemporaines, c'est-à-dire du reste de la société, des autres classes sociales qui évoluent. Le livre qu'on a tiré à partir de cette recherche ANR, c'est « Être comme tout le monde ». C'est des familles populaires qui veulent se démarquer de l'autre partie des classes populaires qui est jugée problématique. Et donc, eux, ils disent « Arrêtez de nous juger, quoi. On est comme les autres ». Elles ne sont pas complètement démunies, même si les ressources et les stratégies qu'elles mettent en œuvre ne sont pas forcément celles qui sont les plus efficaces. C'est ce qu'elles font avec ce qu'elles ont, quoi. Elles ont des ressources qui sont les leurs. Et donc, moi, je reste persuadé qu'il faut continuer à étudier la transmission familiale de l'héritage culturel, parce qu'on en apprend toujours, des parties qu'on ne connaît pas, etc. Mais je pense qu'il faut aussi maintenant continuer à creuser le sillon de la transmission scolaire de la culture scolaire. Et alors, idéalement, la recherche dont on reste peut-être tous, c'est articuler le regard sur la transmission familiale et le regard sur la transmission scolaire. Parce que si on veut vraiment comprendre les inégalités d'apprentissage, c'est dans l'interaction que ça se joue. Ce n'est pas uniquement dans la famille ou uniquement à l'école. C'est dans les malentendus, merci l'équipe ESCOL, entre les connaissances des élèves et les attentes des enseignants que vont se nouer des difficultés. Et donc, il faut aussi comprendre ce que l'école fait en bien ou en mal à cette transmission. Donc, je ne développe pas plus, mais bon, on y reviendra peut-être dans la discussion. Pour moi, ça a été vraiment très riche de travailler sur des monographies de ménage et puis cette étude sur les fractions stabilisées, je l'ai trouvé aussi profitable. Et voilà, je renvoie à 2 ouvrages qui sont un peu issus de cette recherche. Donc, heureusement, le premier, il est paru en juin 2020, donc ce n'était pas la meilleure idée, mais on n'a pas pu faire autrement. Il n'a pas été très vendu, Être comme tout le monde, employé et ouvrier dans la France contemporaine. Et puis, un petit livre plus ramassé que j'ai co-dirigé avec Olivier Masclet et Séverine Nisset, La France d'en bas, point d'interrogation, idées reçues sur les classes populaires, où on retrouve des résultats de cette recherche par tout un tas de collègues. C'est pratique pour faire des cours, par exemple, si vous avez besoin. Eh bien, merci. Donc, je vais à mon tour remercier les organisateurs de cette journée, les remercier à y participer, les remercier de cette réédition d'un ouvrage dont je dois confesser toute honte bue, mais un moment de honte est vite passé, qu'avant que Stéphane Bonnery me contacte au mois de juin, je n'avais pas connaissance de ce livre. Je n'ai donc pas redécouvert, mais découvert l'occasion de cette journée qui lui est consacrée. Donc en fait, moi, j'ai choisi de consacrer mon intervention à une série de réactions qu'a suscité pour moi la découverte donc, de cet ouvrage, plutôt que de présenter mes propres travaux, même si un certain nombre des réflexions que je vais développer ici sont en partie évidemment nourries de mes propres travaux et de mes propres réflexions. J'ai développé 3 séries de remarques qui m'ont été suggérées par la lecture de cet ouvrage. Première série de remarques, bon, ça a été dit, c'est un ouvrage qui est aujourd'hui relativement ancien. S'il peut y avoir une certaine permanence des processus sociaux à l'œuvre, des processus qui sont décrits et analysés par Georges Liénard et Émile Servet, les formes que prennent ces processus, les formes de l'accumulation et de la transmission de capital culturel, pour le dire de manière un peu plus précise, se sont beaucoup transformées, je pense, depuis les années 60 et 70. Donc, je pourrais consacrer une première série de réflexions à ce point-là. Qu'est-ce qui a changé, en fait,
depuis les années 70 dans les formes d'accumulation et de transmission du capital culturel, je dirais dans les différentes régions de l'espace social, à la fois dans les classes populaires et dans les classes supérieures. La deuxième série de remarques que m'inspire cet ouvrage, ça a été pas mal développé ce matin, mais je voudrais y revenir, c'est l'originalité de son positionnement par rapport à Bourdieu et Passeron. C'est-à-dire que je pense qu'une lecture rapide de l'ouvrage pourrait faire penser qu'on a là affaire à une publication outre-Quiévrin des héritiers de la reproduction. Et en fait, je pense qu'effectivement, ce n'est pas ça, pour diverses raisons, notamment pour des raisons méthodologiques qui ont été mentionnées ce matin et sur lesquelles je reviendrai un peu. Il y a une autre raison toute bête, mais je pense que c'est important de le mentionner, j'essaierai de développer ce point, c'est que la société dont il est question n'est pas la société française, mais la société belge. Et n'en déplaise au fantasme rattachiste de Chevènement, la Wallonie, ça n'est pas la France. Et donc, je pense qu'il y a des spécificités du contexte belge qui sont intéressantes à avoir en tête, je pense, dans la lecture de cet ouvrage. Et puis, la troisième série de réflexions que je souhaiterais développer est davantage relative à l'école et au rôle que peut jouer l'école dans les processus de transmission culturelle et, je dirais plus précisément, dans la correction des inégalités liées aux formes inégalitaires d'accumulation de capital culturel dans les familles. Et là aussi, je trouve que l'ouvrage suggère un certain nombre de réflexions qui conservent une certaine actualité. Alors, première série de remarques, qu'est-ce qui a changé depuis les années 70? Ce que je vais dire ici prolonge en partie des choses qui ont été abordées ce matin et des choses qui ont été abordées cet après-midi, deux interventions précédentes. Mais je pense que ce qui a changé d'une manière générale, ce sont les relations avec la culture et les modes d'accumulation, pour filer la métaphore marxiste du capital, les modes d'accumulation et de transmission du capital culturel, à la fois dans les classes populaires et dans les classes moyennes et supérieures. Alors, je pense sur ces questions-là, il y a un changement structurel majeur donc, qui est connu de nous tous, mais il est toujours bon de le rappeler. C'est la massification de l'enseignement secondaire qui modifie quand même profondément de l'enseignement secondaire, voire aujourd'hui supérieur d'ailleurs, hein, mais qui modifie quand même profondément les formes d'accumulation et de transmission du capital culturel, surtout si l'on raisonne, comme c'est le cas de l'ouvrage de Liénard et Servet, en termes de transmission entre générations. Parce qu'au fond, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où ce ne sont plus seulement les premières générations de la massification, mais les secondes générations de la massification, en quelque sorte, qui sont à pied d'œuvre dans l'accumulation et la transmission familiale des ressources culturelles. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une transformation majeure qui, dans les classes populaires, est, je crois, fondamentalement à l'origine du phénomène que Tristan a beaucoup étudié, c'est-à-dire cette élévation des aspirations scolaires dans les familles populaires, qui n'a effectivement rien à voir avec la société, je dirais, à la fois de l'environnement de Bourdieu et Passeron, mais aussi de l'environnement de Raymond Boudon, qui a été un peu évoqué aussi ce matin. Toute l'analyse des inégalités scolaires en termes d'auto-sélection par aversion au risque, c'est quand même un phénomène qui est beaucoup moins convaincant dans un contexte où l'expérience de la scolarité prolongée dans l'enseignement secondaire devient une expérience relativement banale.
Je dis relativement parce qu'il ne faut pas oublier, et Tristan l'a rappelé tout à l'heure, et j'ai toujours en tête les travaux de Hugo Paletta sur cette question, que l'accès à l'enseignement secondaire général et technique demeure quand même socialement très stratifié. Plus de 40% des enfants d'ouvriers ne vont pas dans l'enseignement secondaire général long. Donc, je pense qu'il faut effectivement nuancer un peu comme ça, mais il n'empêche, il y a quand même une transformation profonde qui est liée à la massification. J'insiste là-dessus parce que, en fait, au fil du temps, puisque dans mes travaux, j'ai été amené à pas mal confronter ces questions de sociologie, de la culture et de l'éducation telles qu'elles sont vues en France et telles qu'elles sont vues dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus sur la réception de Bourdieu, notamment aux États-Unis, qui sont liés au fait que beaucoup d'universitaires américains ont lu Bourdieu dans les années 90, ont lu Bourdieu et Passeron d'ailleurs. Ils ont lu Bourdieu et Passeron après avoir lu Bourdieu seul d'ailleurs, ce qui est chronologiquement un peu absurde, mais c'est lié aux aléas de la traduction. Ils ont lu Bourdieu et Passeron sans avoir une idée précise de ce qu'était la société dans laquelle les théories de Bourdieu et Passeron ont été produites. C'est-à-dire sans avoir précisément en tête le fait que dans les années 60, la société française demeurait fondamentalement une société de privilèges éducatifs et culturels, ce qui était moins le cas d'autres sociétés dans lesquelles, et c'était le cas aux États-Unis. Alors, on pourrait discuter sur le contenu des cursus scolaires, mais je dirais en termes démographiques, en termes purement quantitatifs, la massification scolaire dans les années 70 et 80 aux États-Unis, c'était déjà de l'histoire ancienne. Ce n'était pas du tout de l'histoire ancienne dans beaucoup de pays européens, notamment la France. Donc je pense que cette massification scolaire, elle transforme profondément les relations à la culture par élévation des aspirations scolaires, notamment dans les milieux populaires, par un certain recul des formes, je dirais, classiques de l'intimidation culturelle en contexte scolaire, qui fonctionne quand même beaucoup moins efficacement lorsque les enfants de classe populaire ne ressemblent plus, parce qu'ils ne ressemblent plus à ça numériquement, ne ressemblent plus au miraculé de la sélection dont parlaient Bourdieu et Passeron, ce que Dominique Pasquier en France a bien analysé, à partir du moment où les enfants des classes populaires ne sont plus des miraculés dans l'enseignement secondaire, les formes traditionnelles de l'intimidation culturelle, en quelque sorte, fonctionnent sans doute moins bien. Elles fonctionnent moins bien aussi parce que, à l'autre extrémité du spectre social, la relation à la culture des classes supérieures s'est aussi profondément transformée. Alors, je ne reviendrai pas ici sur les questions qu'on peut être... sur les transformations qu'on peut être identifiées dans des termes un peu différents aux États-Unis par Michel Lamont, Paul Maggio, Richard Peterson, ou en France par Bernard Lahire. Tout ça n'est pas équivalent, mais il y a quand même quelque chose d'un peu commun derrière tout ça, c'est-à-dire au fond l'idée que les classes supérieures contemporaines dans les sociétés occidentales, et c'est le cas en France aussi, serait aujourd'hui moins caractérisé que par le passé par un commerce exclusif avec la haute culture et davantage par une forme d'éclectisme culturel, d'éclectisme des ressources culturelles. Donc tout ça, effectivement, est assez symptomatique d'une transformation des relations à la culture. Tout ça est assez symptomatique de l'émergence de nouvelles formes de capitaux culturels, pour emprunter l'expression de Danny Prieur et Mike Savage. Certaines ressources culturelles, notamment dans un contexte de globalisation, j'y reviendrai, tout ce qui est lié aux ressources culturelles que je qualifierais de cosmopolites, c'est-à-dire à la fois l'accès à une certaine diversité esthétique et culturelle, mais aussi et peut-être surtout l'accès
à une diversité de ressources linguistiques qui est devenue une ressource culturelle extrêmement clivante dans les trajectoires scolaires, sociales et professionnelles aujourd'hui. Donc, émergence de nouvelles formes de capitaux, transformation des relations, des relations des classes supérieures à l'égard de la culture savante, qui est liée aussi à des transformations structurelles assez triviales, mais qu'on a tort de sous-estimer. Je pense ici à l'effet de transformations qui ont été beaucoup étudiées en Angleterre par Jonathan Gershuni, en France par Alain Chenu ou Laurent Lénard, et qui concerne la transformation des rapports au temps, et notamment la transformation des rapports au temps libre dans les classes supérieures contemporaines. Cette question du temps disponible, elle est très présente en filigrane dans l'ouvrage de Liénard et Servet. Et je crois que c'est effectivement extrêmement important. J'ai en tête les observations de Gershuni sur ce plan, qui montrent bien qu'il y a une espèce de tendance depuis, je dirais, les années 70-80, avec des variations nationales importantes. Le cas français n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais dans beaucoup de pays, on observe qu'au fond, il y a une sorte d'inversion du gradient social du temps libre disponible, où ce qui caractérise aujourd'hui les classes supérieures, c'est qu'elles sont massivement des classes supérieures salariées, avec des couples, des ménages composés de couples biactifs, avec des volumes d'heures de travail assez importants, et un rapport au temps libre et donc à la culture qui n'est plus tout à fait le même. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les pratiques qui demandent du temps, on constate qu'elles sont un peu déclinantes. Lire Proust et aller à l'opéra, ça prend plus de temps que d'autres pratiques, et je pense que le déclin d'une certaine familiarité des classes supérieures avec certaines pratiques traditionnellement emblématiques de la culture savante tient aussi à des choses aussi triviales que ça, qui sont finalement pas si triviales que ça, parce que ça renvoie aussi aux transformations des relations entre les hommes et les femmes, notamment à travers je dirais, l'apparition d'une situation modale dans les classes moyennes et supérieures, qui est celle des couples biactifs travaillant à temps plein, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, en France dans les années 60, ou encore dominé dans certaines catégories privilégiées, je dirais, une certaine prévalence des couples et des ménages formés d'un homme actif et d'une femme au foyer. On n'est plus dans la même configuration, et tout ça, je crois, transforme profondément les rapports à la culture au sommet de la hiérarchie sociale, qui aboutit un petit peu à ce qui a été décrit récemment par les sociologues britanniques Sam Friedman et Aaron Reeves, qui étudient un peu l'évolution historique des pratiques de loisirs des élites britanniques, et qui montrent qu'au fond, peut-être ce qui caractérise l'époque, c'est l'apparition d'élites sans élitisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous vivons toujours dans des sociétés de classe. Quand on regarde la distribution des revenus, et plus encore celle des patrimoines, quand on regarde les phénomènes de ségrégation d'espaces résidentiels, il n'y a pas grand doute que nous vivons dans les sociétés de classe, mais par contre, les manifestations culturelles de ces clivages de classe sont moins directement lisibles, ou en tout cas, ils empruntent d'autres formes. Donc, je crois qu'il y a tout ça qui a changé. Encore une fois, des changements qui se produisent à la fois au sommet et à la base de l'échelle sociale. Ça ne veut pas dire que nos sociétés sont culturellement plus égalitaires qu'elles ne l'étaient par le passé. Je pense simplement que les formes de l'inégalité culturelle se sont transformées. J'y reviendrai pour finir. Alors, le deuxième point sur lequel je voulais revenir peut-être un peu plus rapidement,
concerne ce qu'il y a de spécifique dans l'ouvrage qui nous réunit depuis ce matin et qui fait qu'à mon avis, il serait tout à fait fautif de le lire comme une réplication belge, comme une réplication wallonne de Bourdieu-Passeron. Alors, je crois qu'effectivement, ce n'est pas ça, pour plusieurs raisons. Pour une raison qui a été, à juste titre, soulignée ce matin, c'est-à-dire que moi, j'ai été tout à fait frappé et intéressé par la dimension ethnographique de l'enquête, c'est-à-dire cette attention portée, cette attention fine portée au style éducatif des familles, au mode de transmission à l'intérieur des familles, ce qui n'est pas du tout présent chez Bourdieu-Passeron d'une certaine façon. Il n'y a pas cette attention aussi précise, en tout cas dans les héritiers, dans la production, à ces formes oui, cette attention très fine aux formes de la transmission, culturelle. Donc, il y a, je pense, une espèce de mixité des méthodes mobilisées dans l'ouvrage qui me paraît assez emblématique de ce que malheureusement on ne fait pas assez aujourd'hui et que je pense qu'il faudrait arriver à faire. Ceci étant dit, c'est difficile à faire parce que je dirais aussi bien du point de vue des méthodes d'analyse statistique d'un côté que des méthodes d'enquête ethnographique de l'autre. Les méthodes se sont raffinées, spécialisées, les standards se sont élevés et donc je pense que la division du travail fait que les approches mixtes supposent à minima un travail d'équipe. Il est rare que les mêmes individus concentrent toutes les compétences requises pour le faire. Mais en tout cas, je pense que dans l'inspiration, c'est quelque chose qui me semble important et qui différencie, je trouve, profondément l'ouvrage de l'ouvrage qui lui sont contemporains. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je pense que l'ouvrage est beaucoup plus qu'une réplication de Bourdieu-Passeron, c'est qu'il porte sur une société qui me semble différente. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'ouvrage, que je ne suis pas sûr qu'on aurait observé la même chose si on avait fait la même démarche auprès de la société française à la même époque. C'est l'importance déjà, à l'époque de l'enquête, dans les classes supérieures belges, de ce que j'appellerais les ressources culturelles cosmopolites. C'est-à-dire notamment la question de l'acquisition des langues étrangères, qui est quelque chose dont les élites françaises des années 60 pouvaient tout à fait faire l'économie. Je dirais qu'il y a un certain provincialisme français lié à une espèce de masse critique d'un marché francophone, à la fois des études et des carrières, qui est sans doute plus compliqué dans le contexte de la Wallonie, qui est un pays plus petit et une population plus petite. Et où, je dirais, et d'ailleurs on observe la même chose dans des pays voisins de la Belgique, et on observe la même chose aux Pays-Bas, je pense, et dans beaucoup des pays d'Europe du Nord, où effectivement la question de la taille des sociétés implique un rapport à ces ressources culturelles cosmopolites qui n'est pas la même. Je pense qu'effectivement, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'enseigne un peu à Sciences Po, qui est assez caricatural de ce point de vue-là, où on voit bien effectivement que ce qui différencie très profondément du point de vue de l'habitus culturel les étudiants de Sciences Po Paris aujourd'hui de ceux d'il y a 40 ans, c'est qu'ils parlent tous l'anglais mieux que je ne parle le français. Bon, ce qui n'est peut-être pas difficile, mais enfin bon, ils n'ont pas forcément grand-chose à dire, mais ils le disent très bien dans différentes langues. Non, il y en a qui ont des choses à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la ressource culturelle fondamentale dans les écoles d'élite aujourd'hui en France, c'est la maîtrise des langues étrangères et tout ce qui va avec, et dont il est question dans l'ouvrage de Liénard et Hervé, notamment ce que j'appellerais ce capital d'aisance sociale, qui est très très lié à ça. C'est-à-dire que le multilinguisme procure des profits d'aisance sociale. D'ailleurs, le cosmopolitisme, c'est ça. Hein,
tel que défini par Richard Sennett, c'est ça, c'est la capacité à être à l'aise, y compris dans des environnements qui ne sont pas familiers. Donc, l'accumulation des ressources culturelles cosmopolites, c'est indirectement l'accumulation d'un capital, je dirais, d'aisance sociale. Donc ça, je pense qu'il y a une spécificité belge, je crois, parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait observé la même chose dans les familles des classes supérieures, dans lesquelles on pouvait se payer le luxe d'être nul en anglais dans les années 60, comme on pouvait se payer le luxe aussi d'être nul en maths, parce que ce qui comptait, c'était le latin et le grec. J'exagère, mais il y a un peu de ça quand même. Donc j'ai beaucoup pensé curieusement à une espèce de référence qui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont on parle ce matin, mais depuis ce matin, mais j'ai beaucoup pensé à l'image de Robert Merton, du contraste entre ce qu'il appelait l'influent local et l'influent cosmopolite. C'est-à-dire qu'au fond, les élites peuvent s'appuyer sur... Il y a deux catégories d'élites. Il y a les élites qui s'appuient sur des ressources sociales, économiques, culturelles très localisées, et puis celles qui s'appuient sur des ressources qui sont beaucoup plus liées à l'ouverture au monde. Bon, ça aussi, je pense qu'effectivement, ça fait partie des transformations contemporaines, des formes d'accumulation et de transmission du capital culturel, mais il y avait déjà, je pense, une spécificité de la société étudiée dans ce livre. Alors, troisième et dernière série de remarques, moi, ce que m'a inspiré ce livre, c'est une réflexion sur ce que peut être ou ne pas être le rôle correcteur de l'école par rapport aux inégalités de transmission culturelle dans les familles. Alors, je reviens à ce que je disais un peu rapidement tout à l'heure. Les transformations des formes d'accumulation du capital culturel, notamment dans les classes supérieures, mais aussi un certain recul de l'intimidation culturelle dans les classes populaires, ne veut pas forcément dire que la société serait culturellement moins inégalitaire qu'elle ne l'était par le passé. J'ai même tendance à penser un peu le contraire, et j'ai même tendance à penser que les formes contemporaines de l'inégalité culturelle, notamment toutes ces formes qui sont liées à cette accumulation de capital d'aisance, notamment liées aux ressources culturelles cosmopolites, qui ne s'acquièrent pas uniquement de manière scolaire, qui s'acquièrent beaucoup par imprégnation familiale, qui sont beaucoup liées à du capital qui n'est pas simplement du capital culturel, mais qui est aussi du capital économique. Il y a tout un tas d'études tout à fait intéressantes sur Erasmus, notamment, qui montrent qu'effectivement, selon les moyens financiers des familles, les opportunités de trajectoire scolaires ou étudiantes hors des frontières ne sont pas du tout les mêmes. J'ai tendance à penser donc que ces formes contemporaines de l'inégalité culturelle sont peut-être plus difficiles encore à corriger par le jeu de l'école. Et je dirais sur ce point que l'école, dans son rôle de correction des inégalités de transmission culturelle, court toujours le risque d'être un peu en retard d'une guerre. La métaphore guerrière, c'est un peu pénible depuis, j'aurais dû utiliser autre chose, mais enfin, en retard d'une mode, en retard de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que il se trouve que depuis quelques années, j'ai été pas mal impliqué dans des travaux de recherche qui portaient beaucoup sur l'évaluation sur l'étude et l'évaluation de programmes d'enseignement artistique et culturel dans des écoles ou dans des collèges. Bon. Et en fait, chemin faisant, je me suis aperçu que les promoteurs, d'où qu'ils viennent, alors il y a beaucoup de choses qui sont liées à la philanthropie, alors il y aura énormément de choses à dire là-dessus, sur le retour de Dame Patronesse, etc. Mais ça, c'est une autre question, je l'aborderai un autre jour. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au fond, derrière la promotion d'initiatives d'enseignement artistique et culturel à l'école, il y a quand même une croyance assez forte dans l'idée que développer des enseignements artistiques et culturels à l'école, ça permet de redistribuer du capital culturel, d'une part, et ça permet aussi, parce qu'il y a un certain nombre de travaux de psychologie, de sciences cognitives qui tendent à le suggérer,
plus ou moins d'ailleurs. Ça permettrait aussi de redistribuer des ressources cognitives. Vous savez, l'idée que faire de la musique, ça développe. Il y a beaucoup de choses sur la musique là-dessus. Encore une fois, avec beaucoup de débats manifestement chez les cognitivistes là-dessus, c'est pas si clair que ça. Mais enfin bon, il y a l'idée qu'au fond, on fait faire de la musique, du théâtre ou tout un tas de choses aux enfants, non pas pour leur faire de la musique, du théâtre ou de la peinture, mais parce qu'on a l'idée que derrière ça, il y a du transfert de compétences possibles. Ce qui, du point de vue d'ailleurs du rapport de l'école à la culture, est un peu étrange quand à la culture qui se construit. Et puis surtout, quand même, je commence à avoir fait un certain nombre de travaux et en avoir lu un certain nombre de ces trucs-là. L'impact de ces trucs-là est quand même pas foufou. Enfin, je veux dire, ça. Bon, si on veut que les gamins soient meilleurs en maths, il vaut mieux leur faire des maths que de les mettre devant la Joconde. Je veux dire, on peut les mettre devant la Joconde par ailleurs, hein, mais bon, l'espèce de pensée magique qui consiste à penser que. C'est une pensée qui est quand même assez répandue, hein, y compris en haut lieu. On a quand même eu un ministre de l'Éducation nationale il n'y a pas très longtemps qui nous expliquait que de faire chanter les enfants le jour de la rentrée, ça allait changer la face de l'école. Bon, mais donc, je crois que là-dessus, l'école court le risque d'être un peu en retard d'une guerre, donc tant pis, j'adopte la métaphore, ne serait-ce que parce que je pense que les ressources culturelles pertinentes en termes de correction des inégalités de dotation familiale, elles sont peut-être aujourd'hui un peu moins du côté, je dirais, de la culture cultivée, et beaucoup plus du côté de ces questions de diversité culturelle, de ces questions de ressources cosmopolites, de ces questions de ressources linguistiques, et que tout ça, ça suppose des formes d'intervention, des formes de correction, de dispositifs scolaires de correction des inégalités qui sont pas du tout de même nature et qui sont sans doute, à mon avis, beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, notamment parce qu'elles sont plus coûteuses. Pour terminer tout à fait, je voudrais revenir sur quelque chose dont il a été un peu question ce matin et dont il a été de nouveau question cet après-midi, notamment dans votre intervention, enfin, dans les deux interventions en fait. C'est cette question du handicap socioculturel. C'est vrai qu'il y a quand même un espèce d'impensé assez fort dans la sociologie des inégalités scolaires, qui consiste à envisager les inégalités culturelles et les inégalités de transmission culturelle et leurs résultantes en termes d'inégalités scolaires dans les termes du handicap des enfants de classe populaire. Alors on sait tous là-dessus que la pensée de Bourdieu et Passeron a été un peu caricaturée et surtout qu'elle a un peu évolué au fil du temps. Hein. Jean-Pierre Terrail avait écrit des choses assez pertinentes, me semble-t-il, là-dessus. Je veux dire, les Bourdieu-Passeron des héritiers, ce n'est pas la même chose que Bourdieu-Passeron de la reproduction. La notion d'arbitraire culturel qui apparaît dans la reproduction change quand même un peu le regard sur cette histoire de handicap socioculturel. À partir du moment où on considère que le privilège des élites, ce n'est pas simplement d'être mieux dotés en ressources culturelles, mais c'est aussi d'avoir le pouvoir d'imposer à la fois l'efficacité et la légitimité des ressources dont ils sont dotés, évidemment, la perspective change un peu. Et là-dessus, je crois quand même qu'on aurait sans doute tout intérêt à essayer systématiquement, lorsqu'on s'intéresse aux questions d'inégalité scolaire et d'inégalité culturelle, on aurait sans doute intérêt à essayer de renverser systématiquement, et peut-être de manière un peu excessive, mais comme point de départ, ça peut être assez heuristique, de renverser assez systématiquement le raisonnement et d'essayer d'envisager les inégalités, non pas tellement en termes de handicap des classes populaires, mais en termes de privilèges des classes supérieures. Je reviens sur votre intervention sur l'intersection des caractéristiques de classe et d'origine ethnique. Bon, il se trouve que je suis en train de m'aventurer un petit peu sur ce terrain depuis quelques temps, en essayant de revisiter au moyen de méthodes un peu nouvelles ces questions qui ont beaucoup été étudiées en France et ailleurs. En France, on a tous en tête les travaux de André Vallée, Jean-Paul Caille, de Mathieu Hichou, que vous avez cité plus récemment, bon, qui montrent quand même que globalement, bon, quand on fait de l'analyse multivariée, alors on peut critiquer
on peut discuter sur la pertinence de l'analyse multivariée, mais en l'occurrence, je trouve que l'analyse multivariée, elle est quand même assez intéressante. Quand on contrôle par les caractéristiques de classe sociale les différences de destin scolaire liées à l'origine ethno-raciale, c'est quand même peanuts. Hein. Une fois qu'on a contrôlé par la profession et le diplôme des parents, il ne reste pas grand-chose. Alors évidemment, on pourrait toujours dire avec Albax que, effectivement, avec Albax et Signan, que l'analyse multivariée, ça consiste à créer des espèces d'artefacts et de monstres statistiques qui n'existent pas. Enfin, bon, quand même, je pense qu'il y a un résultat assez solide là-dessus. Par contre, ce que je suis en train d'observer en réanalysant les données du panel 2007 dont tu parlais tout à l'heure, Tristan, c'est que quand on contrôle les compétences cognitives des enfants à l'entrée en sixième, et la profession des parents, et qu'on regarde les trajectoires scolaires, et notamment la probabilité d'atteindre le plus haut niveau, les sorties du système scolaire de niveau tertiaire supérieur, c'est-à-dire supérieur à Bac+3. En fait, ce qu'on observe, ce n'est pas du tout un handicap des enfants issus des minorités, mais par contre, c'est un privilège des enfants issus de populations majoritaires qui est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on voit, c'est qu'un enfant de cadre supérieur blanc, pour aller vite, qui a un niveau de compétence cognitive inférieur à la médiane à l'entrée en sixième, aujourd'hui en France d'obtenir, d'aller au niveau Bac+3, qu'un enfant d'ouvrier immigré qui en sixième a un niveau de compétence cognitive supérieur à la médiane. Donc, en fait, je pense que ce qu'on observe là, c'est davantage de l'ordre du privilège. Et les effets compensatoires qu'on observe surtout, c'est des effets compensatoires liés aux ressources sociales et culturelles familiales, souvent de performances cognitives des enfants qui ne sont pas terribles. Bon. Donc, en fait, je pense qu'on aurait intérêt à renverser le raisonnement pour aller plus du côté du privilège. Donc, c'est un peu brouillon tout ça, mais je tenais à développer ces quelques réflexions. Je vous remercie. On a techniquement 9 minutes c'est bien. Pour des questions avant de passer à la conclusion, sachant qu'il y a des trains qui ne pourront pas être manqués. Et il y a des trains qui sont à l'heure et il y aura des métros aujourd'hui. Ah oui, il n'y en avait pas hier. Des recherches sur le soutien scolaire, les modalités de soutien scolaire, dans quelle mesure ça permet ou ça ne permet pas d'influencer les succès ou les échecs. Sinon, j'ai une autre question qui est en rapport avec, comment dirait-on, la pertinence des études qu'on fait. Je vais prendre 2 exemples. Le premier bouquin de Lahire sur tableau de famille, sur les succès inespérés d'enfants qui ont tout pour échouer et qui réussissent quand même. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe 20 ans après? Par exemple, c'était en 92, mais 20 ans après, vous prenez ces gamins, est-ce que ce serait toujours du succès? Ou un travail, celui de Gaël Henri Panabière, c'est l'inverse. L'échec relatif des enfants qui ont tout pour réussir et qui se trouvent à un moment échoué. Qu'en est-il 20 ans après? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une maintenance de ces résultats ou est-ce qu'ils sont complètement anéantis? Sinon, j'ai une question à Marie. C'était sur ce qu'on pourrait appeler l'intersectionnalité. Est-ce que le genre garçon-fille est un paramètre qui était un impact à prendre en considération dans vos résultats? Je vais peut-être vite répondre à cette petite question-là.
Oui, donc effectivement, comme je vous le disais, à l'époque, on ne parlait pas énormément dans la sociologie francophone du concept d'intersectionnalité qui s'est vraiment surimposé dans les 10 dernières années, je dirais. Donc, je n'avais pas raisonné dans ces termes conceptuels-là, mais oui, il y avait effectivement des différences assez marquées entre les trajectoires de filles et de garçons. Donc, je n'ai pas eu le temps de développer la partie sur l'intersectionnalité, mais dans les travaux que j'ai eu l'occasion de relire autour de ces questions-là, il y a évidemment des résultats en tension. Hein, si on observe l'effet conjoint, on pourrait dire, ou articulé de l'appartenance de classe, de l'origine nationale ou ethno-nationale et du genre, il y a des phénomènes très complexes. Hein, donc, voilà, tout ça s'articule de manière très complexe. Donc, on peut avoir, par exemple, dans un même groupe ethnique, entre guillemets, des effets différenciés du genre, en lien avec les effets de pair, les cultures, les sous-cultures, on va dire, de genre qui se développent dans ces groupes ethniques genrés. Donc oui, il y a une intersectionnalité très complexe entre ces facteurs-là. Et sur l'effet de la première question, là, sur le soutien scolaire, par exemple, ça faisait partie aussi donc, de tout ce que j'évoquais sur le capital ethnique. Donc, la capacité d'une famille à avoir recours à du soutien scolaire via les réseaux sociaux, qu'ils soient ethniques ou pas d'ailleurs, est un facteur d'amélioration des parcours aussi. Je voudrais réagir aussi sur la question du soutien scolaire. Si derrière ce mot, vous prenez toutes les formes d'accompagnement scolaire des élèves à l'initiative des parents et pas forcément par eux, c'est tellement généralisé qu'on ne peut plus opposer ceux qui ne prendraient aucunement en charge un accompagnement scolaire et ceux qui le feraient. Juste un indice qui me revient d'un travail de Jean-Paul Caille sur des données françaises. Il montrait que parmi les sortants sans diplôme, systématiquement, les élèves n'avaient pas dans leur entourage de personnes qui puissent les aider à faire des devoirs à la maison, par exemple. Mais après, voilà, donc il faudrait regarder dans le détail. Là, j'invite à regarder les travaux de Séverine Kakpo. Un autre résultat de Jean-Paul Caille, pas uniquement sur ceux qui sortent sans diplôme, mais sur l'ensemble des élèves, l'aide que demandent les élèves à leurs parents, le plus fréquemment, c'est réexpliquer ce qui n'a pas été compris en cours. Et donc, cette question du soutien scolaire, on ne peut pas l'isoler de ce qui se passe en classe. Il y a eu des thèses en didactique aussi qui montraient ça. Les bons élèves à la maison, les devoirs, ça va assez vite parce qu'ils ont bien compris. Donc, ils ne vont pas bricoler pour comprendre à la maison. Alors que les autres, ils vont s'épuiser à essayer de refaire un cours à la maison qu'ils n'ont pas bien suivi, qu'ils n'ont pas bien compris. Et le résultat ne sera pas à la hauteur de leurs espérances. Et alors, sur le tableau de famille 20 ans après, je sais pas, il faudrait refaire l'enquête, mais en tout cas, les taux d'accès au bac ont vraiment augmenté. Aujourd'hui, on a 2/3 des enfants issus des classes populaires qui décrochent le bac. Et donc, ça oblige aussi, ça va un peu dans le sens des remarques de Philippe, à reconsidérer les ingrédients de l'héritage culturel et du capital culturel. On peut très bien avoir un diplôme relativement élevé et pas forcément les savoirs qui permettent de profiter pleinement de ce diplôme. Typiquement, c'est ce qui se passe avec Parcoursup. On a des élèves qui sont bacheliers et qui, aujourd'hui, ne se voient plus le droit d'entrer à l'université. Donc, les ratés du système éducatif deviennent un principe de fonctionnement normal du système de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, raison de plus pour ne pas seulement regarder ce qui se passe du côté des familles, mais voilà, toute l'histoire, quoi, le rapport des familles à l'école et le rapport des enseignants aux familles des milieux populaires aussi. Peut-être juste une chose là sur la question des effets, ça, je ne sais pas si ça marche, la question des effets à long terme. Alors ça ne répondra pas directement à votre question peut-être, mais un petit peu quand même. On a quand même quelques exemples de travaux qui montrent justement ces effets à long terme de situations un peu improbables. Là, je pense au travail que Éric Morin et Sandra McNally avaient fait sur les bacheliers de 68, c'est-à-dire les effets d'aubaine, dont ils ont pu montrer qu'il y avait des effets à long terme. Je pense aussi aux travaux de Paul Atewell aux États-Unis qui montraient des choses assez comparables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des effets à long terme de la transmission culturelle, y compris quand elle prend la forme d'une forme d'effet d'aubaine, et y compris des effets intergénérationnels. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que les personnes qui vont bénéficier
parfois de manière complètement inattendue d'études prolongées ou d'un accès prolongé à l'éducation. Généralement, en moyenne, leurs enfants ont aussi des trajectoires scolaires plus longues. Donc, je pense que les effets à long terme, ils existent. Voilà. Deux remarques pour vous relancer, parce que j'ai trouvé ça passionnant. La première, c'est que dans ce qui est distinctif, le cosmopolitisme, etc., ça me fait penser à l'article d'Hugues Drelan, ici présent, et Magali Balator, sur l'importance des questions économiques, peut-être encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 60, parce que, pour être pas trop mauvais en anglais, ça pose des questions de séjour linguistique qui coûtent une fortune, la question de se faire aider à la maison quand les deux parents travaillent, mais il faut avoir du pognon pour payer des cours privés, etc., etc. Et donc, peut-être, si je le dis cash, Bourdieu a souvent dit dans les entretiens qu'il tordait le bâton dans l'autre sens de l'ère du temps. L'ère du temps était marxiste, il l'a tordu côté culturel, mais peut-être que c'est lui rendre hommage que de ne pas le prendre toujours au pied de la lettre, et que de se dire aujourd'hui, en plus, la question de l'argent rentre encore plus en ligne de compte. Voilà. Et moi, je le vois, par exemple, aujourd'hui, l'enquête ELF montre que quasiment toutes les familles en France ont au moins un bouquin par enfant, c'est Frédéric le disait ce matin. Sauf que pendant que celles-ci en ont un ou deux, chez les autres, on n'a pas attendu et ça a encore plus grimpé et ça coûte une fortune. Donc, voilà. Deuxième aspect que ne pouvait montrer ni le bouquin de Georges et Enid, ni les autres enquêtes des années 60, c'est que l'école, elle aussi, change profondément. Par le public, tu le disais, mais aussi par les influences qu'elle intègre de l'extérieur ou de l'intérieur, ou combinées, notamment l'idée de compétence. Et donc, ce qui m'évoque ça, c'est à juste titre, tu disais, elle est souvent en retard d'un coup. La question, c'est que c'est peut-être moins de mal, parce que sinon, elle est en retard de deux coups. Prenons un exemple. La question des compétences qui se substituent au savoir. Voilà. On fait croire quand même qu'on pourrait avoir des compétences sans avoir acquis des savoirs qui permettent de penser sur ces savoirs de façon réflexive. Et plein de pédagogues disent « Oh là là, on ne va pas avoir un coup de retard et en rester au savoir. » Du coup, ils mettent les gamins dans des situations où ils sont censés développer des compétences sans les savoir pour développer ces compétences. Et du coup, là, on a deux coups de retard. Et donc, c'est tout le paradoxe, quoi. Je suis complètement d'accord avec ton constat, mais en disant aujourd'hui, quand même, c'est difficile parce que, y compris dans les contenus, les choses sont beaucoup plus complexes. Au lycée en maths, si vous avez des gamins, on n'en est plus à faire des équations de table de degrés, machin, tout bidule. Il faut comprendre que le A devant le X de la courbe, si on sait identifier que le facteur du X, il est positif ou négatif, la courbe va être dans tel sens, etc., il faut avoir un regard réflexif sur l'équation qui nous est donnée pour anticiper la forme de la représentation. Donc, on n'en était pas là quand moi j'étais au lycée, quoi, quand même. Donc, cette accumulation des savoirs savants qui se transfèrent dans l'école pose aussi ces questions-là et voir une dissociation dans l'école des curricula, ceux pour qui on abandonne tout ça et ceux pour qui on le travaille en vrai. Donc, voilà, je pense que nous, chercheurs, on court après des évolutions après lesquelles court l'école pour essayer de comprendre.